savez qu'on est dans une crise économique, on a besoin de rentrer d'argent au Canada, puis on a besoin d'attirer les touristes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les touristes? On a perdu le Grand Prix. Alors, la Commission des parcs nationaux a dit, hey, c'est super, on va faire une reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Connaissez-vous un peuple, vous, parce que ça va se passer à Québec, qui est tout fier de célébrer sa défaite pour qu'il y ait des touristes qui puissent venir voir ça en mangeant des sandwichs? C'est assez surréaliste quand même. Je veux dire, nous avons Mathieu Bock-Côté, qui est un sociologue nationaliste, on peut le dire. OK. C'est quand même particulier, ça. Nous allons célébrer à la face du monde notre défaite militaire. Il y a quelque chose d'absolument renversant, pour ne pas dire scandaleux là-dedans. C'est que la conquête, qui était jusqu'à tout récemment considérée comme le point de fracture dans l'histoire du Québec, c'est-à-dire un moment, une grande défaite, à partir de laquelle... Un traumatisme fondateur, en un sens, à partir duquel on a entrepris ensuite une réparation de la nation, une remise en scène, au point même où on aura parlé pendant très longtemps d'une reconquête, c'est-à-dire redevenir maître de nous-mêmes. À travers un prétexte de commémoration, on veut véritablement nous imposer une relecture de ce que veut dire la conquête pour lui enlever toute dimension dramatique, toute dimension traumatique. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut transformer la conquête en événement parmi d'autres dans l'histoire d'un peuple qui ne devrait plus en être un. En disant, finalement, avec le temps, c'est un événement presque banal. Puis à la fin, l'acteur qui joue Wolfe et l'acteur qui joue Montcalm vont se serrer la main. Ben exactement. C'est l'histoire qui se transforme en matière de consommation folklorique, en matière de consommation festive. Mais dans les faits, ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que c'est symptomatique d'une transformation du climat politique, ça. Parce que jamais, au grand jamais, il y a de cela 15 ans, 20 ans, le gouvernement fédéral ne se serait permis, ne se serait donné l'autorisation, à travers 150 moyens différents, de venir célébrer à la face des Québécois la conquête. Mais en ce moment, on a l'impression, de manière assez tragique, que puisque le mouvement national québécois est essoufflé, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les souverainistes peinent à reprendre contact avec eux-mêmes, le gouvernement fédéral en profite pour véritablement transformer la matière même de l'identité québécoise. Est-ce que vous êtes en train de tomber dans la théorie du complot? Pas du tout. C'est seulement pour attirer les touristes, puis c'est une gaffe de la Commission des parcs nationaux, puis c'est tout, ou non? On aurait pu dire ça si ça avait été le cas seulement pour la conquête. Mais si on inscrit ça dans ce qui s'est passé plus récemment, les événements du 400e, le gouvernement fédéral a récupéré véritablement les événements du 400e pour les transformer non plus en fondation du Québec, mais en fondation de Québec et du Canada. Mais ce qui était neutralisé là-dedans, c'était la référence nationale québécoise. Je ne fais pas partie de ceux... Des débuts de l'aventure francophone, qui étaient célébrés avec Paul McCartney. Bon, mais ça, c'était symptomatique de ce grand délire. Je ne fais pas partie de ceux qui mettent toujours la faute sur le gouvernement fédéral, loin de là. Mais en ce moment, on peut bien voir qu'il y a une intention assez claire de la part des fédéraux qui consiste à neutraliser l'identité nationale québécoise dans sa dimension historique, dans ses aspects les plus profonds. C'est-à-dire, si les Québécois en viennent à perdre contact avec le sens de leur propre fondation, le 400e, avec la conquête, une point de fracture, eh bien, on a l'impression que l'identité québécoise va reposer de plus en plus sur du vide. Mais il y a des gens qui disent, vous prenez peut-être trop ça au sérieux, des reconstitutions de batailles, c'est des jeux de rôle, là, que c'est très populaire depuis les années 60 aux États-Unis. Il y en a en France aussi, on reconstitue des batailles napoléoniennes. En disant c'est une bataille parmi tant d'autres. Eh bien, il y a une différence entre célébrer une bataille parmi tant d'autres. S'ils veulent célébrer une bataille, à la rigueur, qu'ils célèbrent la victoire de Saint-Denis des Patriotes, oh, un peuple peut célébrer ses victoires, mais célébrer sa propre défaite sous prétexte de commémoration, il faut être, je crois, à mon avis, semi-aveugle à tout le moins pour ne pas voir la dimension politique d'une telle célébration. Est-ce que les Français célébreraient le jour où ils ont perdu contre les Allemands l'entrée des troupes nazies sur les Champs-Élysées, là? Oui, est-ce qu'on va reconstituer ça avec des comédiens qui portent des uniformes bruns? Votre question porte en elle-même sa réponse, c'est-à-dire, peut-on imaginer véritablement qu'il devienne normal qu'un peuple célèbre ses défaites? Bon. Alors là-dessus, ce qu'on nous indique, c'est que c'est une espèce de pédagogie qui, derrière les apparences de neutralité, je crois, participe à cette idéologie plus généralement qui consiste à déconstruire la référence nationale québécoise. Le Québec doit désormais dissoudre sa propre histoire dans le Grand Canada. Le Canada multiculturel, où il y a des Ukrainiens, des Japonais, des Français, et ainsi de suite. Le Québec n'est plus... Et des Québécois francophones. Évidemment, une communauté ethnique parmi d'autres. Or, le Québec n'est plus en droit d'avoir sa propre histoire. Le Québec doit désormais dissoudre sa conscience historique, sa mémoire, dans le grand référent historique canadien. Et ça, on peut voir, à mon avis, que c'est symptomatique d'un affaiblissement politique du Québec. Mais là, c'est un peu pour utiliser un anglicisme, vous me pardonnerez, mais ce qu'on appelle un lose-lose situation. C'est-à-dire que si on accepte ça, la reconstitution, bon, on va à la face du monde célébrer une défaite, ce qui est un peu absurde,
Mais si on est contre ça, on va nous dire, ben oui, mais là, vous êtes vraiment, là, vous êtes obsédés, là, vous voulez rien savoir, c'est une reconstitution historique, c'est tout. C'est un événement touristique, voyons. Je ne doute pas qu'on va nous dire ça dans les milieux appelons ça du fédéralisme rentable, dans les milieux du fédéralisme informatif. Mais ce qui m'apparaît évident, c'est que du point de vue des Québécois, du point de vue de l'immense majorité des Québécois qui n'ont pas jusqu'ici intériorisé cette représentation complètement schizophrénique d'eux-mêmes, il me semble que c'est pas un lose-lose situation, c'est plutôt une situation où le mouvement nationaliste québécois, qui, on le sait, a erré pendant longtemps dans le multiculturalisme politiquement correct, le mouvement nationaliste québécois pourrait, autour d'un événement comme celui-là, reprendre l'initiative en rappelant l'importance de cet événement du point de vue même d'aujourd'hui. On peut être même fédéraliste et contre ça. Lisiane Gagnon, Jean Charest. Dans la presse qui est contre ça. Jean Charest, Lisiane Gagnon, qui ne sont pas, à ce que j'en sais, des nationalistes militants, eux-mêmes considèrent que ça fait partie, on pourrait appeler, d'une décence élémentaire, d'un sens de l'honneur sans quoi un peuple n'existe plus, qu'on ne va tout de même pas aller jusqu'à célébrer cette défaite. C'est pousser le cynisme un peu loin. Je disais tantôt en début d'émission, mais c'est une métaphore, bien sûr, boiteuse, mais comme les gens qui célèbrent leur divorce. Là. Ce qu'on dit, c'est garde-toi une petite gêne. C'est un échec dans ta relation. Une petite gêne, c'est l'autre nom de la décence. Or, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les frontières de l'indécence sont franchises. Et quand on connaît en plus un peu, c'est pas demandé à tous, mais quand on connaît un peu l'histoire québécoise, les travaux qui ont été faits sur la conquête, c'est véritablement un moment de déstructuration radicale de la société québécoise. Elle en a pris 150 ans pour s'en remettre au moins. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de détricoter de manière assez précise tout ce qui tenait ensemble, ce qu'on pourrait appeler une identité fondée dans l'histoire. Parce que reste-t-il du Québec s'il ne lui reste plus sa conscience historique, mais ça devient une société au temps présent où des individus se rencontrent l'un l'autre dans l'univers de la multiculture, mais sans aucune capacité de voir leur existence à travers les siècles. Mais vous voyez vraiment ça, vous, dans le cadre d'un genre de complot fédéral? Oh, ben, il faut éviter la notion de complot. Je crois que des complots, c'est des gens qui disent qu'il n'y a pas eu d'attentat le 11 septembre. C'est pas de ça dont je parle du tout. Ce que je dis, c'est qu'il y a des projets politiques concurrents au Canada, ce que j'en sais. Le gouvernement fédéral a depuis longtemps manifesté son intention, on l'a vu avec Trudeau. Il y a une espèce de constante qui est celle d'une neutralisation de l'existence politique du Québec. Eh bien, on peut voir qu'il y a une espèce de suite logique à l'intérieur de ça. C'est-à-dire qu'il y a ensuite une neutralisation de notre droit même de nous nommer dans l'histoire. Est-ce que, par ailleurs, ça repose sur justement des post-adolescents un peu attardés qui veulent jouer à Donjons et Dragons grandeur nature? Très certainement. Il y a toujours une matière disponible pour les idées les plus bizarres dans une société. C'est particulier quand même, des gens qui participent à ça. Là, que des adultes jouent à ça, moi, je trouve ça un peu étrange. Mais au-delà de cette ça exigerait des études psychologiques sur des gens qui s'enferment dans l'adolescence. Mais quand on regarde ça à distance de ces malheureux qui se prêtent à ce jeu, ce qu'on peut voir politiquement, si on décide d'en faire une analyse politique, c'est que c'est symptomatique, comme je le dis, de la transformation du conflit Québec-Canada. Le Québec n'a plus l'avantage. Le Canada, désormais, veut imposer sa référence historique jusque dans les aspects les plus inattendus. Et on ferait ça pour, en fait, la galerie, pour les touristes, parce que j'imagine mal, même si on n'est pas nationaliste, j'imagine mal un Québécois francophone s'en aller avec sa famille, puis son truc de pique-nique, puis aller regarder une reconstitution du jour où sa propre culture et son propre peuple a été défait. Ça m'étonnerait. Ça, on ferait ça, en fait, pourquoi? Pour les touristes américains. Sûr, mais ça c'est quelque chose qui se passe en particulier à Québec en ce moment. C'est-à-dire, on dirait que Québec croit avoir trouvé dans la transformation touristique de son patrimoine historique une nouvelle matière à développement économique. Bon, bonne nouvelle en général, mais peut-être y a-t-il une erreur dans ce cas-là en particulier. J'espère d'ailleurs que les gens de Québec eux-mêmes ne participeront pas à cette mascarade. Et moi, qui ne suis pas un manifestant de nature, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai un espoir secret que le mouvement national québécois et que les Québécois en général trouveront le moyen de faire une forme de protestation populaire le jour de cette reconstitution. Comme Gilles Proulx dit, pourquoi pas faire une reconstitution de la déportation quand on a déporté les Gaspésiens. C'est aussi... Moi, j'ai une bonne idée, c'est l'Acadie. J'ai une bonne idée, on devrait peut-être faire une reconstitution de l'exil des anglophones de Westmount au lendemain de la loi 101, quand ils ont tous vendu leur maison pour sacrer le camp à Toronto. Peut-être on pourrait reconstituer ça sur l'avenue Green à Westmount. Je crois que cette fois-là, on se ferait accuser de racisme, cela dit. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci beaucoup. Alors, vraiment très particulier, mais écoutez, il faut ce qu'il faut pour attirer les touristes à Québec.